Bonjour à tous, cinquième épisode de notre série d'introduction au marxisme. Alors, dans les premiers épisodes, on avait d'abord parlé du marxisme. Ensuite, on avait continué sur le léninisme, qui est l'actualisation du marxisme. Actualisation du marxisme à l'époque de l'impérialisme notamment. Donc, on avait développé ce qu'est l'impérialisme comme stade actuel du capitalisme et qui prend un caractère exterministe. Et ensuite, dans le quatrième épisode, on avait parlé de la fascisation, qui est le pendant de l'impérialisme au niveau de la politique intérieure. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 4 premiers épisodes si vous ne les avez pas encore vus. Aujourd'hui, on poursuit sur la question de l'État. Suite logique, après la fascisation, quelle est la conception de la démocratie et de l'État chez les marxistes? À toi, Georges. D'accord, eh bien, effectivement, cette question de l'État a souvent été un point de rupture entre les marxistes révolutionnaires et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, tout en se disant marxistes, sont sortis du marxisme et se sont dirigés vers la social-démocratie. C'était déjà le cas à l'époque où le chef de file idéologique de la Deuxième Internationale, qui s'appelait Karl Kautsky, n'avait pas saisi ou ne voulait pas saisir véritablement l'essence de la doctrine marxiste de l'État, et notamment le caractère, disons, d'appareil de classe de l'État bourgeois qu'il faut absolument briser et remplacer par un État prolétarien pour aller vers le socialisme. Et du coup, ces gens croyaient qu'on pouvait, simplement en démocratisant l'État bourgeois en place, passer à une société socialiste. Ce genre de déviation s'est reproduit, et lorsque j'étais moi-même jeune militant du PCF, à l'époque où Georges Marchais, dans le Défi démocratique, c'était un livre écrit dans les années 72, expliquait à peu près la même chose, qu'il fallait démocratiser l'État et passer progressivement, en fait, à une société socialiste. Et je n'ai pas été plus que ça étonné lorsque, 2 ans ou 3 ans plus tard, après ce livre, eh bien, le Parti communiste français, à son 22e congrès de 1976, a abandonné la dictature du prolétariat et, à travers elle, la conception marxiste de l'État. Les choses ont été formalisées au congrès suivant, puisque là, au 23e congrès de 1979, était retiré des statuts la référence non seulement à la dictature du prolétariat, mais là on jouait plus franc jeu 3 ans plus tard, au marxisme-léninisme. Là ça a carrément été retiré des formulations statutaires du PCF. Alors il faut donc revenir au premier point, qu'est-ce que c'est que l'État? Et en particulier, pourquoi l'État est-il, pour les marxistes, et dans la réalité, c'est pas seulement pour les marxistes, un instrument de la dictature de classe, de la classe dominante, de la bourgeoisie, un instrument de classe. Et non pas seulement, comme le pensent la plupart du temps les théoriciens bourgeois ou sociodémocrates, un instrument de l'intérêt général, l'expression de l'universel, comme disait Hegel par exemple. Eh bien, d'abord, une simple question d'expérience, tout le monde le voit bien. Il suffit d'être un peu militant, il suffit de mener un piquet de grève, par exemple, devant son entreprise, quand il y a matière à le faire. Il suffit d'aller dans les manifestations lorsqu'elles se durcissent un tout petit peu et qu'on veut véritablement défendre au hasard la retraite à 60 ans, par exemple, et on s'aperçoit d'un seul coup que les coups de matraque pleuvent, qu'on se fait gazer, qu'on se fait dasser, que y a bien des comportements qui ne sont pas sympathiques du tout du côté de ce qu'on appelle la police républicaine, je mets des guillemets à ce genre de choses, où lorsque pleuvent ensuite, en flagrant délit, bien des sentences qui frappent durement les gilets jaunes quelquefois, ou les travailleurs en chasuble rouge de la CGT d'autre part. Donc ça c'est une expérience, et cette expérience, Marx et Engels l'ont faite comme tout le monde, en tant que militants révolutionnaires. Et surtout Marx, qui a fini par être expulsé d'Allemagne alors qu'il était dirigeant d'un journal démocratique, qui s'appelait la Nouvelle Gazette rhénane, puis d'être expulsé de France ensuite par le gouvernement Guizot à l'époque, qui ne valait pas plus cher que le gouvernement prussien, et ainsi de suite. Bref, Marx en est arrivé à formuler, notamment dans une lettre de 1852 écrite à l'un de ses correspondants favoris, qui s'appelait Weidemeyer, ce qu'on appelle la conception de la dictature du prolétariat. Il y explique que on n'est pas seulement marxiste quand on se réclame de la lutte des classes. Marx dit c'est pas moi qui ai inventé cette référence à la lutte des classes. Bien des auteurs, y compris les auteurs romains de l'Antiquité,
avait constaté que, par exemple, toute l'histoire de Rome est l'histoire des luttes entre les patriciens et les plébéiens, par exemple. Il dit, moi, ce que j'apporte de nouveau, c'est l'idée que la lutte des classes ne peut prendre fin que lorsqu'il n'y aura plus de classe, c'est assez logique, autrement dit, quand on sera dans une société sans classe, mais que pour aller vers une société sans classe, il faut passer par une période révolutionnaire, qui est celle de la dictature du prolétariat. Si on ne passe pas par cette période, on est toujours sous un état de classe. Et qu'est-ce que c'est qu'un état de classe? Eh bien, Lénine le dira plus tard, de façon plus pédagogique peut-être, il dira qu'un État est toujours dictatorial d'une certaine façon et démocratique d'une certaine façon. Il est démocratique pour la classe au pouvoir. Il faut toujours qu'il laisse effectivement des marges de manœuvre, des marges de discussion à la classe au pouvoir. Et même quand c'est un État apparemment absolu, dirigé par une seule personne, en réalité, même sous Louis XIV par exemple, eh bien Louis XIV ne décidait pas tout seul. Il y avait le Conseil du roi, il y avait toute une série de moyens de consultation. Donc la classe dominante quand même se concertait. Et par ailleurs, la classe dominée, elle, n'avait qu'à dire amen, sinon on lui envoyait les dragons, les soldats du roi, quoi, à l'époque. Et donc, il n'y a que devoir. Je prends l'exemple de Louis XIV parce qu'il est tombé comme ça dans ma mémoire. Mais il y a eu sans cesse, pendant le règne de Louis XIV, monarchie absolue, eh bien, des révoltes de paysans, et elles ont été, les unes après les autres, écrasées. Hein. Bon, donc, démocratie, d'une certaine façon, pour la classe au pouvoir, fût-elle la classe féodale, ou bien pour la classe bourgeoise, quand c'est la bourgeoisie qui est au pouvoir, mais dictature sur la classe dominée. Et donc, bien sûr, l'État peut assumer des fonctions, si vous voulez, si l'on veut, disons de type un peu, comment dirais-je, généraliste. Bien sûr, si l'on veut, l'État va assumer, par exemple, l'irrigation ou le drainage dans les pays où les fleuves débordent, par exemple en Chine, ou en Égypte, quand le Nil déborde, par exemple. Donc des fonctions généralistes, comme ça, qui le font apparaître comme étant au-dessus des classes sociales, qui le font apparaître comme étant, disons, au service du public, mais c'est toujours à l'avantage de la classe dominante. C'est-à-dire que cette fonctionnalité de l'État, qui est de servir toute la société, est quand même dominée par le fait qu'en dernière instance, il faut quand même que ça serve la classe dominante, et que si ça ne sert pas à la classe dominante, c'est l'intérêt général qui est sacrifié. Et la classe dominante se sert la première, en quelque sorte, grâce à son État. Et pour cela, effectivement, eh bien, elle crée un appareil d'État. Si les classes étaient ainsi faites qu'il y ait beaucoup plus, disons, de riches que de pauvres, à la limite, il n'y aurait pas besoin d'État. Mais comme il se trouve qu'il faut beaucoup, si je puis dire, il faut beaucoup de pauvres pour faire un seul riche. Et par conséquent, les pauvres sont généralement majoritaires. Les travailleurs pauvres dominent et les riches sont fort peu nombreux. Comment peuvent-ils dominer longtemps s'ils n'ont pas un appareil à leur service qui leur permet de dominer, eh bien justement, ces pauvres qui sont des classes dangereuses pour eux les riches. Et donc il leur faut effectivement des mercenaires qui sont des soldats, qui sont des policiers, qui sont des juges, et ainsi de suite, dont les chefs de file seront pris dans les rangs de la classe dominante, dont les exécutants de base seront pris dans la classe dominée, mais seront mieux payés que la moyenne des ouvriers, des travailleurs, et serviront en fait à réprimer les travailleurs dont ils sont issus. C'est comme ça que ça marche. Je ne dis pas que c'est toujours aussi simple, parce que les luttes démocratiques peuvent en effet faire en sorte qu'il y ait, par exemple à notre époque, effectivement des policiers républicains dans la police, ou par exemple même à l'époque de Louis XIV, eh bien des gens qui pouvaient peut-être être plus sympathiques avec les paysans que d'autres, hein, parmi les forces de répression, si l'on peut dire, mais globalement, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Voilà ce qui se passe quand même en moyenne. Alors ça, c'est, disons en gros, la conception générale de l'État que se fait le marxisme. Tout État est une dictature de classe. Tout État, y compris les États démocratiques, y compris les démocraties bourgeoises, qui sont de forme démocratique, et je ne suis pas en train de dire que ça ne compte pas, la forme. Hein. Il vaut mieux, pour les syndicalistes, par exemple, que nous sommes, être dans une démocratie bourgeoise où on a quand même encore la liberté d'aller dans la rue ou de faire grève, que dans un État fasciste. Dans un État fasciste, les formes elles-mêmes sont liquidées. Il ne reste que le contenu pur et dur, c'est-à-dire la dictature brutale, la dictature directe, brutale de la classe dominante. Mais même quand c'est une démocratie bourgeoise, eh bien, c'est quand même, en définitive,
la dictature de la classe dominante, et ça se voit dès que la lutte s'aiguise. Quand la lutte ne s'aiguise pas, eh bien, bon, la démocratie bourgeoise peut avoir un air, je dirais, bonhomme, presque sympathique, etc. Mais quand ça se tend, comme ça s'est tendu en 1968, par exemple, bon, moi j'ai commencé un peu à militer à cette époque-là, on voit tout de suite les matraques qui volent bas, en quelque sorte. Où on voit même le chef de l'État filer en Allemagne, à Baden-Baden, pour aller chercher les militaires qui étaient disposés en Allemagne à l'époque, pour éventuellement, si c'était nécessaire, foncer sur Paris et régler leur compte aux millions de gens qui occupaient les usines. Bon, alors ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut donc avoir en tête, c'est qu'à partir de là, eh bien, de façon très conséquente, les marxistes et les communistes tout spécialement, qui veulent une société sans classe, autrement dit qui veulent effectivement la liquidation de l'exploitation capitaliste, ont besoin d'un État à eux pour aller vers la résorption des classes, vers l'abolition des classes, autrement dit vers le communisme. Et c'est ça qu'on appelle la dictature du prolétariat. Une dictature, alors le mot est brutal, hein, sauf que les marxistes disent les choses alors que les bourgeois ne les disent pas, mais c'est la seule différence entre eux, puisque la démocratie bourgeoise est une dictature de classe. Et plus encore, évidemment, sous sa forme fasciste, quand c'est la forme fasciste qui l'emporte. Mais lorsque les prolétaires sont au pouvoir, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'ils deviennent la classe dominante, eh bien, ils savent bien qu'ils vont avoir affaire à une réaction de la classe dépossédée. Les bourgeois ne vont pas se laisser faire comme ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, que la classe dominante, qui a le paradis sur Terre, en quelque sorte, hein, qui a tout ce qu'elle veut, qui au fond, pour finir, ne travaille pas beaucoup et s'en met quand même plein les poches, d'une manière ou d'une autre, se laisse déposséder comme ça, se laisse envoyer en quelque sorte vers cet enfer pour elle, cette déchéance pour elle, qui est tout simplement de travailler, comme tout le monde. Bon, eh bien à ce moment-là, elle résiste. Et on a bien vu, lorsqu'il y a eu la Révolution française, lorsque par exemple les nobles chez nous ont été dépossédés par l'alliance des bourgeois qui à l'époque étaient révolutionnaires et des paysans, des plébéiens des villes qu'on appelait les sans-culottes, eh bien les nobles ne se sont pas laissés faire. Ça a été les révoltes des Vendéens, des Chouans, ça a été les grandes coalitions européennes pour abattre la Révolution française, sous toutes les façons possibles et imaginables. Et à l'époque, la Révolution française a bel et bien été obligée de se défendre. Et elle a été obligée pour cela de mettre en place ce qu'on a appelé la terreur. On oublie simplement de dire que la terreur n'avait pas commencé par la terreur républicaine, mais qu'elle avait commencé en particulier par le massacre de Machecoul, dans lequel, effectivement, disons, tous les républicains d'un village donné ont été zigouillés, et donc dans les pires tortures, hein, d'une façon générale, et où, par conséquent, à un moment ou à un autre, la République naissante s'est dit que si elle ne prenait pas des mesures sévères, eh bien, elle allait être écrasée, et que des flots de sang allaient couler. Et c'est la phrase de Saint-Just qui dit « Ceux qui veulent faire des révolutions sans révolution n'ont fait que se préparer un tombeau ». Autrement dit, la liberté, l'égalité, la fraternité ou la mort. À certains moments, ça se pose comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant que la dictature, alors à l'époque c'était pas celle du prolétariat, à l'époque c'était la dictature jacobine, c'est-à-dire celle de l'alliance entre les bourgeois révolutionnaires et les sans-culottes. C'est la phase de Robespierre. Ça ne veut pas dire pour autant que ce soit une dictature pure et simple, parce que la dictature du prolétariat aussi est une démocratie. Sauf que ça s'inverse, et que c'est une démocratie pour les masses, une démocratie pour la classe ouvrière, une démocratie pour les classes populaires. Si possible, et c'est nécessaire à notre époque dans un pays comme la France, les classes populaires alliées aux couches moyennes, de façon à isoler l'ennemi principal, c'est-à-dire l'oligarchie capitaliste, et à l'empêcher de nuire, à l'empêcher de faire, soyons concrets, ce qu'elle ferait demain si notre alliance de classe arrivait au pouvoir, c'est-à-dire tenter de saboter, tenter de saborder le socialisme. Tenter par tous les moyens, par exemple, effectivement, de faire fuir les capitaux, de faire en sorte que le pays s'appauvrisse, de faire en sorte que les circuits économiques ne marchent plus, de faire en sorte que les alliances internationales de l'oligarchie hexagonale puissent jouer à plein pour foutre en l'air, si je puis dire, le régime socialiste naissant, hein, donc faire appel à l'impérialisme américain, faire appel à l'impérialisme allemand voisin, comme la bourgeoisie française l'a déjà fait à plusieurs reprises, chaque fois qu'elle s'est trouvée mal dans les 200 dernières années, hein, et ainsi de suite. Et donc, contre tout cela, deux solutions, soit on se laisse faire, on se laisse égorger, soit on se défend,
À ce moment-là, effectivement, donc, eh bien, on prend les mesures nécessaires pour que la bourgeoisie ne puisse pas restaurer la domination qui était la sienne, autrement dit, opérer la contre-révolution, soit, effectivement, c'est même pas la peine de faire la révolution. On est, après, comme ce que dit Saint-Just, on fait une révolution sans révolution, et pour finir, eh bien, on se retrouve comme au Chili, c'est-à-dire égorgé par douzaines de mille dans les stades du pays. Donc on se défend ou on ne se défend pas, toute la question est celle-là. Mais en même temps, la dictature du prolétariat, ça doit être bel et bien aussi la démocratie la plus large pour le peuple. On l'a vu par exemple lorsqu'il y a eu la Commune de Paris. La Commune de Paris, pour Marx, c'était la première forme de dictature du prolétariat réalisée dans l'histoire. Et ça a été aussi un moment très fort de démocratie populaire. Alors, dans la seule ville de Paris, un petit peu à Marseille, un petit peu à Lyon, mais ça n'a pas tenu bien longtemps. Et là, jamais comme auparavant, eh bien, les prolétaires ont été chez eux, ont pu enfin avoir un État qui était pour eux, qui les défendait, et un État dans lequel ils débattaient toute la journée. De la même façon que lorsque la dictature du prolétariat a été mise en place en 1917, à la suite effectivement de la victoire de l'insurrection d'octobre 1917, eh bien, il y a eu ces 10 jours qui ébranlèrent le monde, dont parle John Reed, qui était un journaliste américain qui a vécu la révolution russe en direct, et où il a assisté au plus grand débat qu'il n'ait jamais vu. On discutait partout en Russie à cette époque-là pour savoir si tout le pouvoir devait passer aux soviets, si les bolcheviks étaient capables d'exercer le pouvoir, et ainsi de suite. Donc en fait, ne jamais oublier que le but de la dictature du prolétariat, c'est pas la dictature. Le but de la dictature du prolétariat, c'est de consolider la démocratie la plus large pour les masses populaires, et de faire en sorte qu'à partir de là, eh bien, ces masses populaires puissent construire le socialisme, une nouvelle société, dans laquelle effectivement la démocratie populaire s'exerce dans tous les domaines, notamment dans l'organisation de la production, notamment dans l'organisation de la consommation. Bref, dans ce qui intéresse les masses populaires, c'est-à-dire la capacité, tout simplement, de satisfaire leurs besoins. C'est ça le but de la société. Hein, c'est pas, bon, même la démocratie elle-même, c'est pas le plaisir de discuter pour discuter, c'est de discuter pour faire en sorte que la société soit mieux organisée, qu'au final elle marche mieux, qu'au final les gens soient heureux, et qu'on puisse accéder à ce qu'on appelle le bonheur commun. À partir de là, le terme de tout ce processus, c'est ce que les marxistes appellent le dépérissement de l'État. Le but de la dictature du prolétariat, c'est pas du tout la dictature du prolétariat, elle doit être transitoire. C'est que se mette en place, par la construction du socialisme, puis du communisme, une société dans laquelle, effectivement, chaque individu puisse accéder à la plus haute formation possible, puisse, disons, se développer sur tous les plans, que ce soit le plan professionnel, le plan de la culture générale, le plan sportif, le plan, enfin bref, il faut chercher tous les compartiments possibles de la vie, et qu'à partir de là, effectivement, eh bien, comme le dit Marx dans le manifeste du Parti communiste, le développement de chacun devienne la clé, la base du développement de tous. Dans une telle société, effectivement, eh bien, les ressources de l'État se disposent tout à fait différemment. S'il n'y a plus de classe sociale, s'il n'y a plus une classe qui en opprime une autre, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'un état de classe, on n'a plus besoin de la dictature du prolétariat elle-même. On a besoin, effectivement, de toute autre chose que Marx appelle l'administration du peuple entier, l'autogestion nationale d'ensemble. Ce n'est plus un état de classe. Et c'est là que j'insiste sur un point qui est très, très important par rapport à notre époque, c'est qu'il y a dans l'État, État et État, si l'on peut dire. Parce que bien sûr, il ne faut pas, avec le propos que je viens de tenir, nourrir sans le vouloir les conceptions, comment dirais-je, néolibérales ou libertariennes, qui consisteraient à dire, bon ben alors liquidons l'État le plus vite possible, comme ça tout ira bien, et à ce moment-là, eh bien liquidons l'hôpital public, l'éducation nationale, l'Office national des forêts, bref, ce qu'on appelle les services publics. Vous remarquerez tous que, évidemment, l'État bourgeois actuel tend lui-même à liquider, ou en tout cas à fortement affaiblir tous les secteurs que je viens de dire, c'est-à-dire les services publics, parce que les services publics sont avant tout indispensables aux classes populaires et aux classes moyennes, en quelque sorte. Hein, bon, évidemment, quand on enlève une poste dans un village, qui est pénalisé? Sinon, les gens qui n'ont pas de voiture et qui ne pourront pas aller ailleurs, par exemple, pour discuter avec leur conseiller postal ou que sais-je. Hein. Donc, en fait, bien sûr, ce qu'il faut réduire, ce sont les éléments de la dictature de classe au sein de cet appareil d'État qui sont complètement aux mains de la classe dominante. En revanche, évidemment,
dans une société socialiste et plus encore dans une société communiste, on peut imaginer que les services publics seraient encore bien plus développés qu'aujourd'hui. Bon, tout ça, il faut l'avoir en tête. Un dernier point, par conséquent, ne pas se laisser avoir par tout le discours ambiant que défendent à la fois les sociodémocrates, ça dépend comment on prononce ça, si c'est à l'allemande ou à la française, ou donc les néolibéraux, parce que tout simplement, ils ont dans la bouche sans arrêt l'État-providence. Alors les sociodémocrates, c'est pour le défendre, les néolibéraux, c'est pour l'attaquer. Mais qu'est-ce que c'est que cet État-providence qui n'existe pas en lui-même? Il faut toujours se poser la question en termes de classe. L'État-providence pour qui? Les néolibéraux, on le remarquera, détruisent l'État-providence pour les travailleurs, c'est-à-dire en réalité, ce mot est très mal conçu, parce que c'est pas une providence, il n'y a pas un bon Dieu là comme ça qui donne des sous aux gens. C'est le résultat des luttes sociales, c'est le résultat du Front populaire, c'est le résultat des ministres communistes de 1945, Ambroise Croizat par exemple, qui ont créé la sécurité sociale. Et ça, bien sûr, il faut le défendre. Il faut le défendre, il faut le développer, parce que la bourgeoisie tend sans arrêt à le détruire ou à l'affaiblir. Et puis il y a l'État-providence pour l'oligarchie, pour la grande bourgeoisie, c'est-à-dire les subventions à milliards venant de la poche du contribuable, c'est-à-dire vous et moi, pour le grand capital. Ça, c'est ce qu'a fait par exemple François Hollande quand il était au pouvoir avec Manuel Valls et quelques autres, et qu'avec le pacte de responsabilité, ou je ne sais plus comment ils appelaient tout ça, eh bien ils ont donné des milliards venus de la poche du contribuable moyen, pour justement que le capital puisse consolider ses profits en pillant 2 fois les gens, d'une fois en tant que travailleur et une autre fois en tant que contribuable. Cet État-providence-là, oui, on le combat. Mais l'autre, en gros, et je ne l'appelle pas État-providence, c'est-à-dire les acquis sociaux, tout simplement, nous les défendons, bien évidemment. Donc, en gros, si je résume les choses, si on veut avoir une formule qui résume tout ça, j'emploierai la formule que Fidel Castro a utilisée en 1989 lorsqu'il s'est opposé publiquement à Gorbatchev. Gorbatchev, à ce moment-là, disait il faut en finir avec l'État, l'État de classe, quoi, en Union soviétique. Il faut la démocratie, il faut la paix. Et donc, Gorbatchev mettait de côté tous les côtés de classe de ces deux notions. Et Fidel Castro lui a répliqué fort justement, je crois, il y a la démocratie des riches et il y a la démocratie des pauvres, il y a la paix des riches et il y a la paix des pauvres. Si on a compris ça, en gros, on a compris l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà. Merci pour ces explications. Alors pour finir, on va revenir sur des questions qui ont été posées en commentaire des précédentes vidéos, donc par des auditeurs ou des spectateurs. Alors je vais te les poser, et puis comme ça tu pourras essayer de te donner quelques éléments de réponse. Alors la première question, donc c'est quelqu'un qui demande « J'aurais bien aimé plus de détails sur la jonction entre léninisme et démocratie, qui ne me semble pas si évidente que ça de prime abord. » Et la deuxième question, la prochaine vidéo est essentielle, donc la vidéo d'aujourd'hui sur l'État. Il serait souhaitable d'avoir une présentation de la conception léniniste de l'État et de l'opposer à la vision de Rosa Luxembourg ou de Anton Pannekoek. Je ne sais plus exactement comment on prononce, excusez-moi. Pas de Cook. Voilà, donc par rapport à la question du conseillisme, et peut-être que ça te permet de revenir aussi un petit peu sur la différence entre le marxisme-léninisme et l'anarchisme sur la question de l'État, même si tu l'as un petit peu évoqué. D'accord, alors je ne pourrais pas aller très loin sur Pannekoek ou sur Rosa Luxembourg, mais bon, en quelques mots, disons. En ce qui concerne Lénine et la démocratie, il faut, je pense, relire une petite brochure qu'a écrite Lénine après la Révolution d'octobre, à une époque où la social-démocratie, et spécialement Karl Kautsky, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le chef de file idéologique de la Deuxième Internationale, qui combattait la Révolution d'octobre, lui avait opposé. Et donc, voilà, Lénine expliquait que la dictature du prolétariat, c'est de toute façon bien plus démocratique que n'importe quelle démocratie bourgeoise. Et il prenait tout simplement l'exemple de l'édition. Il prenait tout simplement l'exemple des journaux et toutes ces sortes de choses. Et il faisait remarquer que, tout simplement, dans les pays démocratiques bourgeois, y compris la France et l'Angleterre ou les États-Unis de son époque, eh bien, par exemple, les grands journaux, les maisons d'édition et ainsi de suite, appartenaient intégralement au grand capital. Et, ma foi, est-ce que ça a changé aujourd'hui?
On ne sort pas d'une petite grève, là, par exemple au JDD, depuis quelques jours, depuis que, par exemple, le grand capitaliste Bolloré a racheté ce journal et est en train de se constituer un empire pour imposer des idées d'extrême droite. Tout le monde voit bien qu'en réalité, dans les pays capitalistes, dans les pays de démocratie bourgeoise, eh bien, ceux qui possèdent les moyens de production matériels, c'est-à-dire les usines, les grandes infrastructures, etc., possèdent aussi, parce qu'ils ont l'argent, les grands moyens de production spirituels, c'est-à-dire les journaux, les moyens d'édition, les maisons de publicité, etc., etc. C'est eux qui font l'opinion. Et c'est ainsi que, bien qu'ils soient très minoritaires dans la population, 1% peut-être, effectivement, eh bien, ils dominent les 99 autres pourcents qui sont en quelque sorte perdus, égarés en permanence par cette propagande d'État. Alors, il est nécessaire que les moyens de production, c'est tout simple. Ça va de pair avec quelque chose que je n'ai pas suffisamment développé dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le socialisme, c'est-à-dire l'appropriation des moyens de production par la classe populaire, par le prolétariat. À partir du moment où les prolétaires peuvent gérer les moyens de production, ils peuvent aussi gérer les moyens de production spirituelle. Et donc, effectivement, à partir de là, devenir réellement les maîtres et les souverains du pays. Sinon, l'expression souveraineté populaire qu'on utilise sans cesse pour justifier la démocratie bourgeoise n'est qu'un leurre. C'est une apparence, en réalité, derrière la souveraineté populaire, ce sont les grands bourgeois qui décident. Même pas les petits, même pas les moyens, les très grands, en quelque sorte. Bon, ça c'est le premier élément. Alors après, bien sûr, ce qui s'est passé à l'époque de Lénine, c'est qu'il faut bien le comprendre, et plus encore dans la construction de l'Union soviétique, c'est que tout ça ne s'est pas passé sur un petit nuage rose, que donc la révolution d'octobre elle-même a été violemment combattue, je le rappelle, par les Blancs qui n'ont pas accepté cette révolution, les Blancs, c'est-à-dire les partisans de l'Ancien Régime, du tsarisme ou de la démocratie bourgeoise, mais en fait, en réalité, du tsarisme, et que ces gens-là ont été immédiatement soutenus par 14 pays occidentaux, dont la France, qui ont essayé de renverser Lénine. Et donc tout ça s'est passé dans des conditions qui étaient celles de la guerre civile. Il est évident que ce n'est pas la guerre civile qui est le meilleur moment pour développer largement la démocratie, y compris la démocratie prolétarienne, sous tous les angles. Et il est certain que par la suite, effectivement, l'Union soviétique s'est quand même construite avec, du côté occidental, les fascismes qui montaient, c'est-à-dire, par exemple, les fascistes italiens qui ont pris le pouvoir dès le début des années 20, et puis ensuite les fascistes allemands, et puis pratiquement toute l'Europe occidentale, à l'exception de la France pendant la période du Front populaire. Et puis de l'autre côté, les fascistes ou les militaristes étaient guère mieux japonais. Et donc, voilà dans quelles conditions s'est construite l'Union soviétique. Donc, dans des circonstances où, effectivement, la dictature de classe devait être extrêmement forte, parce que sinon le pays aurait été balayé. Il ne faut pas oublier que le rapport des forces ne lui était pas favorable. Le rapport des forces était favorable aux pays impérialistes. Et dans ces conditions-là, évidemment, les choses se sont faites comme elles ont pu, difficilement. Et voilà, il faut avoir ça en tête. Mais il ne faut jamais avoir en tête, il ne faut jamais perdre de vue l'autre aspect des choses. Quand on parle de la belle démocratie bourgeoise, alors on pense à la Suède, on pense, je sais pas moi, à l'Autriche, on pense à des pays comme ça, et puis on les compare à Cuba ou à l'Union soviétique en 1917 ou à je ne sais quoi. Mais il faut avoir en tête qu'il y a les autres pays capitalistes. Il n'y a pas que la vitrine du monde capitaliste. Le monde capitaliste, c'est aussi les pays africains écrasés par le colonialisme, c'est aussi les pays d'Afrique du Sud, les pays d'Amérique du Sud et les coups d'État à répétition avec les dictatures gorilles à la Pinochet et compagnie pendant des dizaines et des dizaines d'années avec l'oncle Sam qui organise tout ça derrière. C'est aussi ce qui s'est passé en Indonésie avec le massacre de 2 millions de communistes en 1965. Et je pourrais ajouter une liste longue comme celle-là. C'est aussi cela, la démocratie bourgeoise, parce que, en fait, souvent, elle a eu sa vitrine dans les pays impérialistes riches, où on pouvait donner quelques miettes à une partie des classes pauvres, mais où effectivement, donc, il pouvait y avoir une certaine, un certain modus vivendi entre les classes dominantes et les classes dominées. Mais derrière tout ça, il y avait l'exploitation impitoyable de la grande majorité de l'humanité, et pour cela, le colonialisme, c'était pas différent du fascisme. Donc il faut avoir tout ça en tête, et au lieu de dire oui, est-ce que Lénine s'était bien léché, est-ce que c'était suffisant, est-ce que tout ça tournait bien, etc. Il faut
avoir les pieds sur terre. Nous sommes, nous, des communistes, c'est-à-dire des marxistes, c'est-à-dire des matérialistes pratiques. Nous regardons les luttes des classes telles qu'elles sont réellement. Bien entendu, si je pouvais, moi, comme n'importe quel communiste, avoir une baguette magique et dire, voilà, on se passe de la dictature du prolétariat, on arrive directement au communisme. Et vive l'anarchie, en quelque sorte, comme diraient certains militants respectables de l'anarchie qui croient qu'on peut se passer de la dictature du prolétariat. Mais je le ferai tout de suite. Je le ferai tout de suite, évidemment. Mais c'est pas comme ça que ça marche, et pas par ma faute, ni par la faute des militants communistes ou bolcheviques, ou ce que vous voudrez. C'est tout simplement parce que la bourgeoisie n'acceptera pas que ça se passe gentiment. C'est tout. Il suffit de regarder toute l'histoire de l'humanité. Ça ne s'est jamais passé gentiment. Les classes dominantes ne se sont jamais laissées déposséder, sans tenter par tous les moyens, y compris les pires, y compris le fascisme, la guerre impérialiste et ainsi de suite, de garder ce qu'elles avaient, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure le paradis sur Terre. Voilà. Alors, maintenant je passe à Rosa Luxemburg ou à Pannekoek. Bon, Pannekoek, ça serait peut-être à approfondir de façon un peu spécifique une autre fois, parce que c'est très spécialisé, disons. Mais pour Rosa Luxemburg, souvent, on nous dit, ben voilà, il y avait le méchant Lénine d'un certain côté, qui lui était pour une dictature du prolétariat implacable, et puis d'un autre côté, il y avait Rosa Luxemburg, dont on ressort toujours la fameuse phrase qui dit que la liberté, c'est d'abord la liberté de l'autre, la liberté de celui qui ne pense pas comme moi. Très bien, magnifique, formule un peu à la Voltaire, si l'on peut dire. Et si l'on peut aller dans ce sens, il faut aller dans ce sens, bien évidemment. On ne peut pas être favorable à une espèce de, comment dirais-je, de communisme monocolore. Quand il y a eu un communisme monocolore, c'est parce que les conditions y ont amené. Mais simplement, disons que, d'abord, il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est qu'entre Lénine et Rosa Luxemburg, il y avait bel et bien des contradictions. Ils ont polémiqué. Ils ont passé leur vie à polémiquer l'un contre l'autre, mais ils s'estimaient énormément. Et quand Rosa Luxemburg a été assassinée, non pas par Lénine, je le rappelle, mais sur ordre de la social-démocratie, par les corps francs allemands qui sont les ancêtres du nazisme en Allemagne, en 1919, ainsi que son camarade Karl Liebknecht, eh bien Lénine a prononcé son éloge funèbre. Et il a dit que Rosa Luxemburg était une géante de la lutte des classes. Et il a ajouté qu'il arrivait quelquefois, que c'était un aigle de la lutte des classes. Et il dit, il arrive quelquefois, parce que Lénine n'était pas complaisant dans ses éloges funèbres, elle a commis des erreurs, il arrive quelquefois, dit-il, que les aigles tombent aussi bas que les poules. Mais jamais les poules ne monteront aussi haut que les aigles. Et ça, c'était pour Kautsky, et c'était pour la social-démocratie qu'il le disait. Vous êtes des poules, elle, c'est un aigle. Donc, il faut avoir en tête qu'il ne s'agit pas là de contradictions antagoniques entre Rosa Luxemburg et Lénine. Il s'agit de divergences dont il est tout à fait légitime de débattre, de discuter, et ainsi de suite. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que, bon, écoutez, il y a aussi la question de la pratique, du critère de la pratique. Lénine et la Révolution d'octobre ont gagné. Ce n'est pas rien. Lorsque, au 70e jour du pouvoir soviétique, eh bien, ce pouvoir était toujours en place, qui n'avait pas été rétabli comme l'avait été au bout de 70 jours la Commune de Paris, on rapporte que Lénine a dansé dans la neige. On ne voit pas Lénine danser facilement, si vous voulez, c'est peut-être pas son activité numéro 1. Mais il a dansé de joie dans la neige, tellement il savait que c'était difficile, quoi. Ils ont tenu bon, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la première expérience socialiste de l'histoire de l'humanité. La révolution spartakiste a été écrasée. Elle a été écrasée. Et donc il y a aussi des critiques à faire de ce côté-là. Il ne faut pas simplement se dire, bon, Rosa était sympa et Vladimir était trop rébarbatif ou quelque chose comme ça. Il aurait été bon, y compris pour la construction ultérieure du socialisme en Union soviétique, que la révolution triomphe en Allemagne, que la révolution spartakiste triomphe. On n'écrit pas l'histoire avec des si, mais bon, on peut quand même ici au moins réfléchir, quoi, et se dire que si cette révolution avait pu triompher, eh bien, elle aurait aidé les soviétiques à construire les choses chez eux de manière plus, entre guillemets, décontractée, parce que ça aurait desserré l'étau fascisant dont je parlais tout à l'heure. Bon, cela dit, je ne peux pas, en 3 minutes, vous comprenez bien, arbitrer comme ça entre Rosa Luxemburg et Lénine. Simplement, je dis que, surtout dans les conditions où nous sommes actuellement, il n'y a pas d'antagonisme entre il n'y a pas d'antagonisme entre les léninistes. Et tout simplement, je le prouve en disant que Rosa Luxemburg, comme Clara Zetkin, comme Lénine, ont ensemble
fondé l'Internationale communiste. Ils étaient donc dans le même parti communiste international au moment où Rosa Luxembourg a été assassinée. Et donc ne surestimons pas les contradictions entre eux. Très bien, merci beaucoup. Alors, on poursuit la semaine prochaine avec les marxistes et la religion. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager. Merci, à bientôt.